I'm wondering whether you people in the world will understand that this is a very special place. And of course, when we talk about the suffering of the Roma at this place, this is not to blame anybody or to tell that some nations are bad or others are better. The point is that we want to tell a story that might tell us something about ourselves. On parle de 500 000 Roms tziganes qui étaient tués. Effectivement, dans le film, il parle qu'il a que à peu près entre 9 et 10% qui sont survécus. Et effectivement, dans l'histoire de la France, il a une petite parenthèse qui n'était pas mise dans le film, qui la guerre a été finie en France en 1944. Et les tziganes, ils étaient enfermés, c'était les seuls qui étaient restés dans les camps, mais cette fois enfermés jusqu'à 1946 par les Français. Il y a un film de Tony Gatliff qui est sorti en 2010, qui parle justement de cette période, et c'est un petit peu honte de l'histoire de la France, et qui malheureusement ne parle pas. Ce soir, je voulais préciser pour toutes les victimes, on ne cherche pas la justice, on voulait tout simplement une reconnaissance pour un génocide tellement injuste. Je voudrais aussi vous parler un petit peu des termes, comment on va appeler ce peuple-là. 1971, le 8 avril 1971, au premier congrès des Roms, des Tziganes, des représentants des groupes tziganes à Londres, et décident qu'on va appeler ce peuple-là qui est d'origine de Inde, on va les appeler les Roms. C'est un nom générique. Et il a aussi le terme tzigane qui malheureusement c'est un nom péjoratif et souvent utilisé comme des insultes dans l'Europe centrale, Europe de l'Est, les Balkans. Du coup, en 1971, on a décidé qu'on va appeler ce peuple Rom, qui signifie homme en langue romanie.
qui n'est pas la langue des Romains, c'est une langue qui est la langue des Tziganes. Et effectivement, on a ici en France le terme administratif des gens de voyage. Les gens de voyage sont des Français d'origine, mais pas tous. Dedans, on pouvait trouver d'autres groupes, par exemple comme les Inish. Inish, c'est une population qui est d'origine germanique et qui, pendant la guerre de 30 ans, ils étaient obligés de fuir, de s'y cacher dans les forêts où ils ont pris connaissance et ils sont retrouvés comme les Tziganes dans les forêts. Du coup, aujourd'hui, on les retrouve beaucoup mélangés dans cette population et souvent mélangés avec la population manouche, qui est une partie des groupes qu'on va appeler les Roms. Dans les gens de voyage, ils ne sont pas tous d'origine de Inde, mais ils sont tous des Français. Dedans, en fait, ce nom administratif qu'on donne, il faut savoir qu'il y a entre 20 et 15% qui sont des voyageurs. La plupart d'eux sont semi-sédentaires ou sédentaires. Effectivement, tout à l'heure, on pouvait évoquer le problème effectivement des aires d'accueil et la situation dans laquelle se trouvent aussi en France. Et aussi, les Roms, souvent on fait des amalgames entre Romains et Roms. Et en fait, les Romains sont des habitants de Roumanie, des citoyens de Roumanie. Et les Roms, c'est leur origine. Voilà, je voudrais aussi préciser que en fait, 2007, les pays comme la Bulgarie et la Roumanie sont rentrés dans l'Europe politique et économique. Et à ce moment-là, il y a 10 pays qui sont signés un accord particulier par rapport aux droits des 7 ressentants de ce pays-là, dans lesquels ils n'ont en fait finalement aucun droit, ou des possibilités de trouver un travail très compliqué pour eux, sachant que certains d'eux ne parlent pas forcément français. Mais je vais laisser la parole à mes collègues. Je voulais présenter Cynthia et Lorraine. Et surtout, Lorraine, je voudrais te remercier beaucoup pour ton énergie qui t'a donnée pour trouver cette salle-là. Et je vais vous laisser présenter votre association et les travaux que vous faites avec les Roms. Donc bonsoir. Donc on représente l'association Changer d'air. Donc sur le programme il y a écrit Trait d'Union, mais on a changé de nom. On est basé à Strasbourg, donc on s'occupe actuellement essentiellement des familles roms à Strasbourg. Donc Cynthia qui est ici présente est l'animatrice qui est vraiment aux côtés des familles depuis de nombreuses années, donc avec Médecins du Monde. Elle s'est occupée notamment de la scolarisation des enfants. Donc je vais la laisser parler parce que c'est notre spécialiste en fait des familles roms. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, si vous voulez, ce projet il est né au début dans mon engagement bénévole chez Médecins du Monde. Il s'est avéré que Médecins du Monde s'occupe d'un accès aux soins pour les populations en précarité, dont les Roms. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, j'étais un petit peu comme tout le monde, avec des préjugés, peut-être un peu moins, mais quand même. Et je me suis rendu compte en me rendant sur les terrains que la réalité était totalement différente de ce qu'on disait. Et je me suis retrouvée en fait en face d'une quantité de femmes et d'enfants, à savoir que la majorité de la population de Strasbourg, Rome, est composée de 80% d'hommes et de femmes, avec voilà, des enfants qui avaient des difficultés pour aller à l'école, les mamans qui ne parlent pas français. Et donc j'ai décidé de mettre ce projet en place, qui a été financé dans un premier temps par Médecins du Monde, et ensuite qui a été repris dans l'association Changer d'air. Aujourd'hui, ce projet touche environ 200 personnes, dont régulièrement 45 enfants. Donc on a monté des animations sur les terrains, on a une grande partie de notre projet qui vise à une ouverture pour l'inclusion des populations roms et notamment des enfants. Déjà parce que dans un premier temps, on pense que l'intégration des familles passe par la scolarisation des enfants. Effectivement, les enfants prennent une grande place dans
quotidien au niveau des papiers administratifs, de la traduction. Et en fait, c'est des enfants qui ont beaucoup de charges sur leur épaule. Donc on essaye un petit peu de changer le quotidien et de leur permettre d'être comme tous les autres enfants et de pouvoir aussi un peu s'amuser, pouvoir s'exprimer, solliciter son imagination, enfin plein d'autres choses. Donc voilà, enfin, c'est principalement des projets qui touchent la jeunesse, mais comme je dis, par ricochet, ça touche aussi les parents. Et il faut savoir qu'au début, moi, j'ai été intégrée. Les moteurs de l'intégration, donc déjà, bon, c'était par le biais de Médecins du Monde, mais ça a surtout été par les enfants qui ont parlé de moi aux familles. Et ensuite, les familles m'ont fait confiance, et donc voilà comment ça marche plus ou On va laisser la parole à Biagio qui va présenter l'association de Nomades in Metz qui a comme objectif de lutter contre les discriminations dont sont victimes les gens de voyage roms, tziganes en France et en Europe à travers de toute expression artistique. Et aussi, c'est en fait un membre fondateur du comité de soutien et accueil des familles roms de Metz. Oui, bon, moi je suis arrivé sur le terrain d'abord par le biais culturel. Bon, j'avais une certaine attirance pour la culture tzigane, comme beaucoup de personnes, la musique tzigane, enfin tout ça. Puis par le biais de Nomades in Metz, bon, j'ai eu connaissance de l'existence de campements roms à Metz. En fait, je passais des milliers de fois devant sans même m'en rendre compte. Et petit à petit, j'ai commencé à aller sur le terrain, puis à découvrir une réalité, laquelle je me suis beaucoup rapproché. Et puis bon, j'ai assisté, bon, ça date de l'année dernière, quoi, dans le mois de novembre, décembre. Et bon, j'ai assisté au démantèlement d'un campement qui était installé à Metz, près de la rue Lothaire, le campement de la piscine Lothaire, on appelait ça. Enfin, qui était juste à proximité du centre Pompidou, c'est-à-dire qu'on voyait le centre Pompidou qui brillait tous ses éclats à l'arrière de ce campement, où c'était la misère la plus totale, quoi. Donc, bon, c'était une décharge à ciel ouvert, quoi, de poubelles, enfin, pas d'eau, pas d'électricité, et des familles qui vivaient dans ces cabanes, quoi. C'était en plein hiver, je me demandais comment elles faisaient pour vivre là-dedans. Ben, bref, je commence à m'intéresser de plus près à la situation de ces personnes qui vivent dans ces bidonvilles. Et au mois de février, il y a eu un démantèlement sauvage, sauvage dans la mesure où personne n'a été prévenu. Il restait une dizaine de personnes sur ce campement, d'autres étaient partis vers la Roumanie. Et bon, il y a eu un démantèlement sauvage, c'est-à-dire le beau matin, à 6 h du matin, les forces de l'ordre sont intervenues. Bon, je dis qu'il n'y a pas de brutalité vis-à-vis des populations, je ne dirais pas ça, mais enfin, la brutalité, c'était qu'ils étaient surpris dans leur sommeil, pour leur demander de plier bagages, enfin même pas, quoi. Ils ont été embarqués à la police des frontières, il y a un tri qui a été opéré, il y a ceux qui étaient là depuis plus de 3 mois, donc qui dépassaient la date de séjour autorisée en France pour les personnes roumaines et bulgares, qui ont été renvoyées vers la Roumanie, et d'autres qui n'étaient pas au dépassement de cette date de 3 mois, qui sont restés à errer dans le coin, et qui finalement sont allés vers un autre campement qui était installé 500 mètres plus loin. Alors, il suffisait de passer le pont, puis s'enfoncer un peu sur les chemins, puis il y a un autre campement qui existait le long de la voie ferrée, quoi, à Metz-Sablon. Et puis bon, c'est là que j'y suis allé, puis j'ai découvert cet autre campement. Et puis là, j'y allais tous les jours pratiquement. J'ai fait connaissance avec il y a des liens qui se sont créés, quoi, avec la population du campement. Et bon, il y a Julie qui est ici présente, qui est de Nomades in Metz aussi, qui est venue. On a commencé à avoir des idées communes de comment venir en aide à ces personnes. D'abord, c'était des aides matérielles, en fait, c'était surtout des gens, une mise en confiance. Déjà, aller à la rencontre de ces personnes, en premier lieu. Et, comment dire, créer un lien de confiance avec elles, apprendre à les connaître, ça c'était essentiel, quoi. Et bon, puis les soutenir aussi au quotidien. Bon, ces personnes qui vivent dans des cabanes qu'elles avaient construites elles-mêmes, quoi, avec de briques et de bois, mais pas d'eau, pas d'électricité, pas de sanitaire, enfin, difficile d'accès, même lorsqu'on apportait de l'aide
alimentaire ou bien une aide matérielle, c'était tout un périple pour y accéder, quoi. Il fallait escalader, passer par-dessus une barrière, enfin c'était vraiment, bref, c'était très compliqué, quoi. Et puis on a eu l'idée, quoi, de créer un collectif, parce que bon, seul comme ça, on ne pouvait pas faire grand-chose, hein, seul, et on s'est dit qu'il fallait mettre, comment dire, les autres associations dans le coup, sur Metz. Et on a lancé un appel, on a commencé à prendre contact avec différentes associations. Et c'est ainsi que s'est créé le collectif, le comité d'accueil et de soutien aux familles roms de Metz, qui regroupe à peu près 13 associations sur Metz. Et puis c'est là qu'il y a tout un travail qui s'est mis en place, quoi, des réunions régulières, il faut qu'il y ait des contacts avec la préfecture, la mairie. Bon, puis très vite est arrivée la menace comme ça de démantèlement du campement, comme dans beaucoup d'autres villes en France. Et face à ça, donc, on a mis en place ce comité avec des différentes actions vers la préfecture, vers la mairie. Des blocs, il n'y a que le dialogue qui peut améliorer les choses. Hein. Je vais essayer, monsieur. Hein. Voilà. Je ne suis que médiateur, moi, là-dedans. Voilà. Hein. S'il continue à faire la politique de l'autruche, nous, on va se radicaliser, c'est clair et net. Monsieur Trimarquis. Je vais essayer de vous avoir ça. Il n'y a que le dialogue qui peut arranger les choses. Hein. On vient avoir fixé ça. On a demandé des rendez-vous à la préfecture et à la mairie. Bon, mairie socialiste à Metz, hein, quand même. Ben, il faut dire qu'à Metz, on a eu une réponse beaucoup plus rapide de la préfecture que de la mairie. La préfecture nous a reçus, tandis que la mairie, bon, il a fallu faire des pieds et des mains pour être reçus et pour essayer d'envisager une solution ensemble pour ces personnes qui vivent dans ce bidonville, quoi. Et là, à l'heure actuelle, bon, les choses, elles ont évolué. Enfin, dire qu'au départ, là, comment dire, au départ, il y a la population, enfin, qui entoure enfin, qui vit à proximité du campement. Il y a eu des plaintes de déposer pour certaines nuisances. Bon, donc la mairie, elle a été quelque part obligée de prendre ces plaintes en considération. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Le campement est installé sur un terrain qui appartient à Réseau Ferré de France, SNCF, quoi. Et donc la mairie, plutôt que d'engager une procédure, enfin, comment dire, elle a un peu incité Réseau Ferré de France à elle engager une action juridique pour expulser la population qui vivait sur ce campement illicite, quoi. Et donc le Réseau Ferré de France a fait une action au tribunal administratif. Et le tribunal administratif, il a ordonné enfin, pas l'expulsion, mais le démantèlement du campement. Depuis le mois de juillet, donc, le tribunal administratif a statué. Et là, c'est entre les mains de la préfecture, donc le préfet qui peut faire exécuter le jugement qui a été rendu, quoi. Et là, il y a eu des pourparlers avec la préfecture et la mairie. Donc, quand même pris en considération nos demandes, du fait qu'on ait un collectif qui représente quand même une certaine force, quoi. Une certaine force sur Metz. Nos demandes ont été prises en considération. On a obtenu dans un premier temps un délai par rapport à ce jugement du tribunal administratif. Et là, à l'heure actuelle, il y a un diagnostic qui a été établi, enfin c'est suite aussi aux circulaires du 26 août 2012, enfin le conseil interministériel, où les choses elles doivent quand même évoluer au niveau des textes. Jusqu'à présent, par exemple, effectivement, les personnes de Roumanie et de Bulgarie qui essaient de travailler en France, c'était la croix et la bannière, c'est vraiment le parcours du combattant. Voilà, il y a des choses qui évoluent de manière positive, avec en principe un accès
un accès à l'emploi qui est facilité, et tout ce qui est enfin, un projet d'insertion et autres, enfin, il faut tenir compte de tous ces aspects-là, quoi. En principe, il devrait y avoir une avancée positive, mais ça a du mal à se mettre en place. Il y a beaucoup de freins. Bon, quand je vois ce film-là, moi, ça me fait un peu froid dans le dos, parce que bon, même sur Metz, on assiste à des scènes comme ça, par exemple, qui sont régulières, fréquentes, depuis plusieurs mois, de caillassage sur les populations qui vivent dans le campement. Dès la nuit tombée, à partir de 20h, 21h, bon, des cailloux qui pleuvent, quoi, de droite et de gauche, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui est à l'origine. On a fait intervenir la police à plusieurs reprises, mais quand la police elle arrive, bon, il n'y a plus rien. Enfin, ça fait froid dans le dos quand même, parce que bon, on se dit, ça commence avec des cailloux, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Alors, est-ce que c'est des jeunes cons qui s'amusent, qui ne savent pas quoi faire de leur samedi soir, et puis finalement, ils n'ont peut-être pas de sous, puis c'est facile de ramasser des cailloux au bord de la voie ferrée, bon, c'est facile de trouver des cailloux. Ou est-ce que c'est des jeunes qui sont manipulés par des forces d'extrême droite, on n'en sait rien. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à savoir d'où venaient ces cailloux, quoi. Enfin, la situation sur le terrain, elle est en train de... Elle perdure comme ça, mais enfin, nous, on est favorable au démantèlement parce que les gens vivent dans des conditions qui sont déplorables. Sans eau, sans électricité, sans sanitaire. Enfin, là, c'est la Côte Plus, c'est la gadoue. Bon, on a fait tout un travail aussi par rapport à la scolarisation des enfants. Bon, de ce côté-là, la mairie, on peut dire qu'effectivement, elle a eu une réponse positive et elle nous a soutenus dans ce domaine-là. Le CCAS a fourni tout ce qui était fourniture scolaire, enfin, nous a apporté des aides quoi, pour les enfants, pour qu'on puisse, la scolarisation puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Alors, à l'heure actuelle, sur Metz, il y a une population d'à peu près 60 habitants sur ce campement, dans 15 enfants à peu près, qui sont tous scolarisés à l'heure actuelle. Oui, pratiquement tous scolarisés. Bon, ça ne se fait pas sans difficulté, mais enfin, c'est une avancée positive. Bon, là, il y a des décisions qui vont être prises prochainement. La préfecture va nous adresser un courrier. Enfin, on ne sait pas encore exactement comment les choses vont évoluer. Nous, on demande à ce que toutes les familles qu'on trouve une solution de relogement pour ces familles. Un relogement, enfin, même une mise à disposition d'un terrain qui soit viabilisé, avec sanitaire, enfin, tout ce qui est nécessaire, quoi. Et là, on est dans l'attente d'une décision qui va être prise. Enfin, on ne sait pas pour l'instant comment les choses vont évoluer. Je vous remercie, Abiadjo. On va vous laisser la parole, si vous voulez poser des questions. Reloger, c'est très bien, mais qu'est-ce qui est demandé de façon précise, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'il existe déjà quelque chose en dehors de ces 60 personnes qui sont dans ce lieu? Est-ce qu'il existe d'autres campements à Metz ou bien dans le Grand Metz? Et ensuite, est-ce qu'il y a des demandes précises qui sont faites, une proposition pour être logé là, là, là? Disons que nous, bon, on n'est pas détenteurs du cadastre. Je crois que là, c'est le rôle de la préfecture et de la mairie. C'est quand même eux qui... on ne va pas faire le travail à leur place. Je trouve qu'on en fait déjà beaucoup. Moi, personnellement, je suis pratiquement tous les jours sur le campement. Et je me dis que tout le travail que je fais là, c'est le travail qui devrait être fait par les autorités publiques. Parce qu'on s'occupe du volet travail, du volet insertion professionnelle, du volet santé, du volet scolarisation, tout ça. Ben, normalement, ça devrait être aux autorités publiques de s'en charger. Quand même, on n'est pas payé pour ça. On sait qu'il y a des fonds européens en France qui sont destinés, enfin en Europe, il y a des fonds européens qui sont destinés a priori pour des projets d'insertion pour des populations roms en Europe. Enfin, nous, on n'en voit pas la couleur, on fait le travail de manière bénévole. Et bon, ça appartient aux autorités publiques de trouver on sait qu'il existe pas mal de lieux, on a des idées. Et d'abord, ça c'est pas... Ça se construit, et puis c'est aussi à eux de faire des propositions qui aillent dans ce sens-là, quoi. C'est le seul campement qui existe dans le Grand Metz? Non, il en existe d'autres. Bon, à Metz, bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la situation elle est un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait. Parce qu'effectivement, à Metz, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui sont arrivés sur Metz. Enfin, on dit qu'ils sont 500, 600, 800, on ne sait pas exactement. Il y a les gens du voyage. Bon, les gens n'y comprennent plus rien. Les gens du voyage, il y a les Roms, il y a les demandeurs d'asile.
Il y en a un gros amalgame qui est fait, et puis à l'heure actuelle, bon, comment dire, on n'est pas loin des élections municipales qui sont proches, enfin c'est l'année prochaine, et on sait qu'on est sur un terrain qui est très, très glissant. Et bon, la municipalité, elle ne se mouille pas trop dans ce dossier-là, parce qu'elle sait que c'est un dossier qui est quand même délicat. Ils ont peur de faire monter l'extrême droite. L'extrême droite enfin le Front National s'empare du dossier. Alors ils y voient très prudemment, sans trop se mouiller, quoi. À la limite, la préfecture se mouille davantage que la municipalité, qui est pourtant une municipalité de gauche, rappelons-le. Je rappellerai quand même à Strasbourg, en fait, tu ne l'as peut-être pas précisé, mais c'est aussi une municipalité de gauche qui a quand même mis des moyens à disposition, quoi, qui a mis un terrain à disposition, avec une structure du personnel qui est salarié, d'encadrement, des éducateurs spécialisés, un veilleur de nuit. Ils ont mis un terrain à disposition avec des caravanes à disposition, des sanitaires, enfin tout ce qu'il faut. C'est plus ou moins ce qu'on appelle un village d'insertion, quoi, Oui. qui accueille 60 familles. oui, 80 personnes. 80 personnes, à peu près une vingtaine de familles. Bon, c'est une municipalité de gauche aussi, quoi. On aurait espéré à Metz que la municipalité de gauche est aussi dans ce sens-là. Mais ça, bon, ça ne prend pas cette direction-là, quoi. Il me semble qu'on peut dire que dans Grand Metz, c'est à peu près le seul campement, en tout cas à notre connaissance, et qu'il ne faut pas se laisser aller à la surmédiatisation et tout du phénomène. C'est vrai qu'on entend parler des Roms tous les jours, tout le temps, comme si c'était un problème énorme, récurrent en France et qui demandait des moyens énormes de la part des collectivités pour être réglé. Il ne me semble pas. Il me semble que là, en tout cas, nous, ceux pour qui on agit, c'est une soixantaine de personnes. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait dans toutes les villes, à tous les coins de rue, comme ça, et que ça prolifère comme on le montre partout. Alors, plusieurs fois, moi, ce que j'ai surtout retenu, alors je ne sais plus qui en parlait, mais du côté un peu insidieux du fait qu'on puisse glisser doucement vers les holocaustes, etc. Donc méfions-nous. Pour moi, le premier pas vers ça, c'est un peu de parler des Roms, d'en faire un problème, un bouc émissaire. Enfin, ça passe aussi par là, par cette surmédiatisation-là. Voilà. Je voulais préciser que les Roms, en France, on parle de 15 000 personnes. Souvent, on les utilise que c'est les problèmes de la France. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et depuis en fait 10 ans, ce chiffre-là, il n'est pas changé. Même avec le discours et les décisions du gouvernement de Nicolas Sarkozy, le chiffre reste à peu près la même. Voilà. Effectivement, parler des Roms, notre objectif, c'est plus expliquer qui sont les Roms, qui sont les gens de voyage, ne pas faire des amalgames entre tous les groupes et en fait sensibiliser. Mais il ne faut pas en fait effectivement utiliser ça comme une fait divers, utiliser effectivement, comme l'a dit notre collègue Julie, comme des beaux commissaires. Je voulais dire la même chose que Daniela sur les 15 000 Roms. Il n'y en a pas plus. Par contre, j'aimerais rebondir sur une phrase qui a été répétée 3 fois dans le film et qui, je pense, aujourd'hui est très importante, surtout sur ce qui s'est passé en amont par rapport à la diffusion du film. Effectivement, les persécutions, elles commencent d'abord localement et c'est seulement ensuite qu'elles sont reprises par les États au niveau national et après où il y a des répercussions au niveau aussi international. Mais c'est nous, citoyens, qui sommes, c'est nos villes, nous, on est les citoyens, on fait partie de ce droit local et c'est nous qui devons faire en sorte de pouvoir nous mobiliser et arrêter tout de suite le robinet pour pas que ça prenne des proportions énormes. On l'a vu en 2010 avec la politique Sarkozy. Si les gens ont commencé à parler encore plus sur les Roms, les gens du voyage, c'était parce que le président le disait, donc ça voulait dire que c'était vrai. Et que personne, on va dire, au niveau local, c'est vraiment réellement mobilisé, il faut dire ce qui est, quoi. Bon, sur Strasbourg, ça va mieux depuis quelques temps.
Pourquoi? Parce que des citoyens voilà, ont décidé de prendre en main le dossier et de s'en occuper. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que la ville a décidé de faire ce village d'insertion. Moi, depuis que je travaille sur la question des Roms en 2007, ce projet était censé naître. Il a été créé en janvier 2012. Donc ça fait quand même de longues années. Et ça a été grâce à la pression des associations. Voilà, pour prendre la parole, Philippe Bock, je suis membre de l'Amnesty International. Une question d'abord. Il me semble qu'il y a une obligation légale, alors je ne sais pas si c'est en France, notamment en France, ou dans certains départements français, que les villes d'une population supérieure à 10 000 habitants sont pratiquement l'obligation légale d'installer un camp d'accueil, ou un terrain d'accueil, pardon, avec des aménagements. Ce qui est le cas d'ailleurs à Saint-Avold. Là, on parle des aires d'accueil, qui en fait, c'est une commune au-dessus de 5 000 habitants, il doit avoir un aire d'accueil. Les dernières statistiques à niveau national, cette loi-là, c'est la loi de Besson, qui maintenant existe depuis 12 ans, elle est refaite depuis 12 ans. Finalement, au niveau national, on parle maintenant de 27% qu'elle est respectée. Par rapport aux aires d'accueil qui concernent les gens de voyage qui sont des Français. Par contre, les Roms, ils n'ont aucun accès des aires d'accueil. Là, on parle du campement. Et en fait, les deux populations qui ont parlé différents, les gens de voyage, je me répète, mais c'est bien de comprendre, les gens de voyage sont certains d'origine tzigane, sont des Français, et les Roms de Bulgarie, les Balkans, en fait, sont des citoyens européens, où certains ils sont considérés comme des demandeurs d'asile qui viennent des pays qui ne font pas partie de l'Europe. Voilà, et c'est 5 000 habitants. Effectivement, je me suis renseignée avant de venir ici, il a un aire d'accueil, mais les conditions parfois ne sont pas suffisantes, tout simplement parce que, par exemple, en hiver, ça pose beaucoup de problèmes par rapport aux conditions. Et surtout, je voulais préciser pour les gens qui ne savent pas qu'il y a un aire d'accueil, ce n'est pas gratuit. Les gens de voyage, ils payent l'électricité, l'eau et payent un sort de loyer. Et en fait, ils ont le droit de rester que 3 mois, pas plus, sauf dans les conditions où il y a quelqu'un qui est très malade et qui doit être sous surveillance médicale. Je leur le micro encore, parce que je l'ai en main. Non, je voulais rebondir là-dessus. Donc, il y a cette situation donc, assez ubuesque, hein, pour être poli, de ce qui s'est passé à Saint-Avold, puisqu'il y a ce terrain d'accueil. Et ce refus ensuite brutal de la municipalité, lors du conseil municipal du 19 septembre dernier, d'autoriser la projection du film, qui était déjà annoncé, qui est annoncé dans tous les programmes, à la salle de cinéma municipal. Je trouve que ce soir, j'ai compté rapidement, on va être une quarantaine, 50 personnes, en demandant les personnes d'extérieur, d'associations, tout ça, comme une trentaine de citoyens, citoyennes de Saint-Avold et des proches environ. Je trouve que le fait déjà que cette projection ait eu lieu, malgré cette opposition xénophobe de la municipalité, prouve déjà qu'on est capable de poser un acte de résistance. Et il me semble qu'il faudrait continuer et ne pas rester là ce soir. On a été assez choqués, je pense, certaines personnes par certaines images du film, certains témoignages. Nous sommes tous capables de décrocher un téléphone, d'utiliser un ordinateur ou de composer une lettre et de harceler poliment, mais avec insistance, notre chère mère et ses proches collaborateurs, j'utilise exprès le terme parce qu'il y a des résonances un peu historiques aussi, pour leur demander des explications. Parce qu'il faut quand même savoir, je pense que certains ou certaines d'entre vous sont abonnés au journal local, que je ne citerai pas, que tout le monde connaît, 2 communiqués pour annoncer la soirée ont été déposés à l'agence locale du journal que je ne citerai pas. Aucun des 2 communiqués n'a été publié dans les pages locales de la presse. Donc il y a une volonté absolument d'étouffer, d'ignorer, de nier. Je signale aussi que j'ai entendu un témoignage qu'un journaliste, je ne sais plus sur presse écrite ou radio, a essayé de contacter un certain nombre d'élus municipaux de la majorité municipale, qui tous, voilà, il est là,
J'ai eu le témoignage directement, donc il confirme. Et apparemment, ils se sont tous portés. Tout le monde est aux abonnés absents, voilà. À part une dame qui doit être présente ce soir, dont je ne connais pas le visage. Elle est derrière moi. Je ne suis pas bon autour des Je parlais des élus de la liste de majorité. Voilà, moi je parle de l'opposition. Pourquoi ne pas donc écrire, téléphoner, insister? Nous sommes assez nombreux, relayons-nous. Une fois par semaine, 2 fois par semaine. On peut déposer le courrier directement à la mairie. Le mieux, c'est d'envoyer avec un timbre économique à 55 centimes. Mais il finira bien par répondre. Il sera obligé. Le courrier est adressé à monsieur le maire, sans son nom, ni son patronyme, ni son prénom, et forcément du courrier qui est enregistré administrativement au service du courrier de la mairie. Ça laisse des traces. Alors, servons-nous-en. Nous avons encore ce moyen. Disons non à l'accès xénophonique, agissons, résistons. Voilà, j'arrête, sinon je suis parti de 3 heures. Juste une citation, parce que Philippe en a dit suffisamment. Donc, juste une petite conclusion, c'est une citation de Martin Luther King. C'est vrai que quand on regarde ce film, on est terriblement ému et touché. Et j'ai remarqué, comme vous aussi, cette insistance sur la réaction locale. Et donc, Martin Luther King a quand même dit que ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est la différence des bons. Donc, je crois que là, on doit réagir aussi. Enfin, même si on est peu nombreux, mais on peut serrer les coudes et réagir. Je voulais préciser que en fait, le film international des droits d'homme existe depuis 10 ans. Et je crois que c'est la première fois qu'un film a été demandé d'être retiré de la programmation. C'est quelque chose qui a choqué beaucoup d'associations. Et effectivement, il y a beaucoup d'associations qui ont signé des lettres qui sont adressées aux maires et aussi à la presse. Et je profite en fait de remercier à Jonathan et son équipe, Emmanuel, pour le travail et aussi le choix de ce film-là d'être mis dans la programmation de cette année, de 12e édition à Metz, de donner la possibilité qu'on parle des Roms et surtout un film qui est très fort et qui fait un témoignage d'une situation qui était passée il n'y a pas très longtemps et qui commence à se répéter. Oui, moi je voudrais dire que quand on parle de Rome, tout ça, il y a une chose qui est souvent oubliée, c'est qu'avant toute chose, il s'agit d'êtres humains. Moi j'en reviens beaucoup là-dessus parce que on parle Rome, tout ça, mais on dit que derrière il y a des femmes, des enfants, des vieillards, enfin il y a des personnes qui sont là avec un vécu, avec une histoire de vie, un parcours de vie, avec des émotions. Je sais que nous, c'est beaucoup de partage d'émotions, enfin de joie, des fois des engueulades, enfin un peu tout ça, mais c'est des êtres humains, quoi. Et on perd trop souvent de vue cet aspect-là. Ça devient un objet comme ça de polémique, un objet de récupération, un objet d'instrumentalisation. Tout le monde s'en sert à sa sauce, quoi, mais bon, c'est des êtres humains avant toute chose, quoi. Et des êtres humains là, européens, en plus, pas dessus le marché, quoi, enfin, à 95 ou 98%. Parce que bon, ils sont pas entièrement européens, quoi. Le statut transitoire, que justement on parle des politiques, c'est aussi à eux, quoi, comment dire, c'est leur attitude qui fait qu'on stigmatise tant ces populations-là. Parce que même actuellement, avec un gouvernement de gauche, ils n'ont même pas eu le courage, quoi, alors que bon, l'Italie, par exemple, le Danemark, l'ont fait en janvier, d'abroger les mesures transitoires qui frappent les populations roumaines et bulgares, quoi. Ces mesures transitoires qui vont donc jusqu'au 31 décembre 2013, qui font qu'ils n'ont pas les mêmes droits que n'importe quel ressortissant européen. Ils ont le droit à la libre circulation en Europe, mais pour un séjour de 3 mois, au-delà duquel ils sont expulsables, enfin, ils sont invités à quitter le territoire français, quoi. Voilà, il faut qu'ils justifient de ressources suffisantes, il faut qu'ils aient une couverture sociale. Il y a plein de conditions qui leur sont posées dans ce statut transitoire. D'autres pays l'ont abrogé, enfin la France, avec un gouvernement de gauche, elle aurait dû quand même aller dans ce sens-là et donner l'exemple. Et au lieu de ça, on voit tout ce qui s'est passé durant cet été, tout ces démantèlements, enfin toute cette focalisation, toute cette, cette médiatisation qui a été faite autour du Rhum, qui en plus pas dans le bon sens, parce que souvent ça leur porte préjudice.
On le voit encore avec l'actualité ces derniers jours. Enfin, on assimile de plus en plus le mot Rome à voleur ou je sais trop quoi. Enfin, bref, on a l'impression d'être en pleine régression, quoi. Le terrain est aujourd'hui désert, les caravanes sont parties, restent quelques objets abandonnés. 35 Roms étaient installés là depuis 4 jours, quand hier soir, des riverains sont venus les voir. Des détritus que les Roumains ont laissés, qu'on n'a pas voulu emporter. Ils leur ont fermement demandé de quitter les lieux. On a appelé tous les jeunes de la cité, ils sont venus, on est allé les voir, on a discuté avec eux, on leur a dit écoutez, maintenant il faut partir. Vous voulez à manger, on vous donne à manger, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous partez parce que là c'est plus possible, il y a trop de vols. Ils ont fait leur bagage, ils nous disent dans 1 heure on s'en va. Quand il se pose le problème de l'insécurité, du vandalisme et du vol, et qu'on est livré à nous-mêmes, effectivement il faut qu'on agisse. La police arrive alors sur place, les Roms sont en train de partir. Selon les forces de l'ordre, il n'y a pas eu de violence, juste quelques insultes. Plus tard dans la soirée, des habitants reviennent sur les lieux et mettent le feu au reste du campement. Ils ont laissé comme ça, alors nous pour faire propre, pour tout nettoyer comme on ne sait pas ce qu'il y a derrière leurs affaires, ben, il y a eu un petit nettoyage tout simplement. Ces riverains avaient demandé l'évacuation du campement auprès de la mairie et de la préfecture. Une procédure d'expulsion était en cours, mais elle aurait pris plusieurs semaines au moins. Ils étaient aussi venus voir la sénatrice de leur secteur, qui refuse de condamner leur attitude. Je ne la condamne pas parce que je considère que les gens en ont ras-le-bol et que face à toujours pareil, hein, c'est-à-dire quand on n'a pas derrière, je dirais, les pouvoirs publics qui interviennent, ben malheureusement les gens se disent finalement il vaut mieux qu'on intervienne tout seul. Le maire de la ville condamne, lui, fermement. Les gens se croient autorisés de régler eux-mêmes leurs problèmes. C'est pas acceptable. Mais il est clair que la police doit faire en sorte d'empêcher ce genre d'action aussi. Aujourd'hui, plusieurs associations de protection des droits de l'homme se disent inquiètes. Alors que 3000 Roms sont présents dans les Bouches-du-Rhône, elles redoutent que ce type d'incident puisse se reproduire dans d'autres quartiers. Alors ce serait aussi au gouvernement de faire évoluer les choses, de faire évoluer les esprits, plutôt que de laisser les gens comme ça de leur étroitesse d'esprit, quoi. Et je crois qu'il y sort pour beaucoup si l'opinion publique régresse à ce point-là, quoi. Mais bon, voilà, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de demandes d'aide par les gens de voyage, qui la situation est complètement différente. Et aussi pour les Roms, qui sont voilà, différents groupes. Et voilà, notre travail, c'est effectivement, de notre association, c'est aussi de sensibiliser et de donner une information exacte et en fait un visage réaliste de cette population. Et voilà, il y a des différents programmes qui sont faits dans différentes associations, aussi Changer d'air, qui sont des projets socio-éducatifs qui sont adressés vers les écoles, les centres sociaux, culturels, MJC, et aussi pour tout public. Voilà. Si vous êtes intéressé autour de vous, travailler sur les thèmes et surtout sensibiliser, notre travail il est là, il n'y a pas de provocation, c'est tout simplement informer pour mieux connaître le sujet. Il ne faut pas oublier qu'effectivement le problème en France, ce n'est pas les Roms, ce n'est pas les gens de voyage. Le problème économique, ça dépasse la France. Et voilà, les plus grands voleurs, ce n'est pas les gens de voyage ni les Roms. Hein. Non, mais là, vous avez mis le doigt dessus. Les Roms, ce n'est pas les gens du voyage. Parce que si vous amalgamez les deux, vous rentrez à la messe en ce moment, quand vous voyez à l'entrée de messe, je ne sais pas, tout le devant de messe là, qui est rempli de gens du voyage, je suppose, parce que c'est tout des caravanes avec de belles voitures devant et tout ça. Ce n'est pas les Roms que vous défendez, ça, pas du tout. Alors, effectivement, là, que vous dites les belles voitures, c'est vrai, c'est les préjugés. Non, mais quand on passe, hein. Alors, je voudrais vous faire un petit peu préciser. C'est vrai que tout le monde il parle des gens de voyage qui ont des belles voitures et ils ont des super caravanes. Moi, je vais vous poser la question. Et vous, vous avez des belles maisons et des super voitures? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez? Vous travaillez tous, ça veut dire. Alors, bon, vous avez travaillé, vous avez la possibilité de vous acheter une maison. Certains gens de voyage, surtout les voyageurs que vous voyez en caravane, s'ils voyagent, c'est souvent par rapport à leur métier. Ils travaillent souvent dans les bâtiments, hein, pas, voilà. Donc, je voulais préciser parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de ça. Voilà, c'est les gens qui travaillent
Ben, bien sûr, ils ont des salaires, hein, et vous savez, ils travaillent comme vous, ils ont des salaires, ils ont... Voilà, oui, mais je précise parce que c'est vrai que souvent on nous parle de ça. Ah, mais vous avez vu, ils ont des Mercedes, ils ont des BMW. Oui, excusez-moi, mais pour tirer une caravane, on ne va pas prendre un Congo, quoi, quand même, en fait, petite voiture, quoi. Oui, c'est pas contre vous, monsieur, justement, c'est souvent un préjugé qu'il y en a. Voilà, les gens qui sont les voyageurs qui on trouve dans les aires d'accueil, souvent ils ont des métiers qui demandent de se déplacer. Et ils ne voyagent pas parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Hein. Et ça devient de plus en plus, en fait, il y a de plus en plus en fait voyageurs qu'on appelle et deviennent des sédentaires parce que c'est très difficile pour eux. Les métiers qui exercent plus souvent, c'est dans le commerce et dans les bâtiments. Voilà, c'est pas dans les vols. Et c'est vrai qu'ils nous parlent souvent de ça. Voilà, ce sont des gens qui travaillent comme tout le monde et il faut respecter leur choix de... Daniela, je voudrais juste préciser quelque chose. On dirait que je vous agresse. Je n'agresse Non, du tout. Non. En fait, au général, je m'adresse à tout le monde, justement parce que c'est vrai, c'est des questions qui souvent ils sont dit, des préjugés, mais on ne vous agresse pas du tout. Et moi, je voudrais juste préciser quelque chose. Donc, moi, j'ai longtemps travaillé dans une association qui s'occupe des gens du voyage. Donc, les voitures, les caravanes, c'est que des crédits. Donc, ce sont des familles qui ont des crédits à vie. Voilà. Donc, souvent, justement, les entreprises de crédit, donc actuellement, ils sont créés plein partout, elles en profitent. Voilà. Elles savent que, normalement, les gens du voyage, étant donné qu'ils ont un revenu mais qui n'est pas fixe tous les mois. Ces entreprises de crédit savent très bien que certaines entreprises n'acceptent pas de faire des crédits aux familles, donc elles en profitent. Et ce sont vraiment des personnes qui sont endettées à vie. Donc la moindre tempête, le moindre grelon qui tombe sur la caravane, sachez que cette entreprise de crédit et les assurances virent les familles. Voilà, donc ce sont... voilà, bon, effectivement... ils ont une grosse voiture pour ramener les caravanes, mais ce sont des crédits à vie, quoi. Hein, donc, souvent des voitures deuxième ou troisième. Voilà. Ouais. Oui. Ils sont quand même vecteurs, enfin c'est des... Le débat qu'on commence à avoir là, c'est intéressant parce que quand on parle des problèmes des Roms ou des gens du voyage, ce qu'a évoqué dessus, c'est ce que la population, à l'heure actuelle, dit à 90%, on est conscient. Bien sûr. Hein, et donc, ce qui serait intéressant, et c'est les réponses que vous donnez sur les crédits, sur le travail en bâtiment, sur le travail au niveau du commerce, etc., ce n'est que très très peu relié. Ce genre d'informations, on trouve, moi je vous dis, je le vois, hein, je vois très régulièrement, je rencontre régulièrement les maires, les élus, etc., et ils viennent, ils sont venus, ils sont branchés. Je ne parle pas des Roms, je parle des gens du voyage en général. Ils se sont branchés sur les réseaux, pour donner de façon sauvage, etc. On les voit avec d'autres voitures. Voilà ce que disent les gens, il faut être conscient. Toute la population, en majeure partie, ils disent ça. Et ça fait le terreau du Front National. D'ailleurs, on le sait, et même la presse a peur de relayer ce qu'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai aussi écrit un communiqué, ça n'a pas été relayé, alors que le conseil municipal Hockey, qui est FN, son communiqué a été repris 2 fois. Je viens de préciser, je l'ai vu récemment. Et ce genre d'informations que vous donnez, ce serait pour les gens qui veulent défendre les Roms, ce serait effectivement un argumentaire pour pouvoir les défendre, qu'on pourrait relayer, etc. Mais c'est vrai que des fois, quand il arrive quelque chose, même les citoyens lambda qui n'ont pas forcément les préjugés, ils sont démunis pour donner de l'information aux gens. Et on aurait besoin, nous, de dire non, c'est pas vrai, ces gens-là, pour telle et telle raison, il y en a 15 000, enfin, je ne parle pas des Roms, mais il y a tant de gens du voyage. Le métier de ces gens-là, c'est manœuvre, ils sont, je ne sais pas, 90% manœuvre, ils gagnent tant et tant. On sait que les sociétés de crédit, il y a eu tel ou tel article et tout, et nous, on peut redonner ça aux journalistes, parce que les journalistes, ce genre d'informations, ils ne le sortent pas souvent. Hein. Et on a effectivement sur ce problème un déficit en communication pour pouvoir parler, pour éclairer les gens. C'est ce que je disais aussi dans l'article que j'ai envoyé aux Républicains lorrains. En fait, on est face à un nouvel obscurantisme où on balance des peurs, etc. Mais le problème, c'est que nous, les citoyens lambda, on a aussi du mal à éclairer les gens, leur dire c'est faux, parce qu'on sait que ce n'est pas la réalité. Des films, comme vous avez montré, on a, mais
les réalités d'aujourd'hui, je parle pas de... C'est important de savoir ce qui s'est passé, l'histoire, mais les réalités d'aujourd'hui, les gens qui travaillent dans tel métier, qui gagnent tant, qui sont harcelés par société de crédit, qui doivent se déplacer, etc., on n'a pas les billes pour pouvoir répondre. Et c'est un peu ce qui nous manque. Et on pourrait défendre, on pourrait soutenir de façon plus efficace si on avait ce genre de billes. Voilà, c'est le travail que vous faites là. Malheureusement, vous êtes des pionniers et je vous félicite de ça, mais c'est vrai que nous, on a du mal parfois à dire, on sait que c'est pas vrai, c'est pareil, mais qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va leur dire aux gens qui nous disent, moi, il y a des grosses voitures, comment ils ont fait pour acheter des voitures, d'où ça vient, mais ça, on l'entend, mais alors, partout. Et il faut en être conscient, on est une minorité ici à venir, et une minorité à penser qu'il y a autre chose derrière. Mais la majeure partie de la population, je peux vous dire, parce que les arguments ont été évoqués, ce qu'on entend ici, on entend partout. Ça, c'est aussi le problème un peu des médias et de la presse. Du gouvernement. Voilà, le moindre fait divers, maintenant, c'est devenu quelque chose... il est récupéré, on en fait des scoops, et c'est monté en épingle. Je crois que c'est de là que viennent aussi les problèmes. La presse, elle n'est pas toujours... elle joue pas toujours son rôle comme ça d'information juste et loyale, quoi, et objective. Moi, je le vois, par exemple, par rapport à la situation des Roms, à Metz, on lit dans les articles de la République à Lorrain, on voit des reportages sur FR3, mais oui, c'est médiatisé. Mais quand on lit concrètement, par exemple, on entend dire que le campement à Metz existe depuis 3 ou 4 semaines, ou 3 ou 4 mois, alors que ça fait plus de 4 ans que le campement existe, quoi. Une espèce de, comment dire, une mésinformation à qui elle sert, cette information. C'est sûr que si on va dire à la mairie, mais comment ça se fait qu'ils sont là depuis 4 ans et que vous n'avez rien fait? C'est différent, on leur dit, mais ça fait que 3-4 mois, 3-4 semaines qu'ils sont là, on laisse leur le temps de faire quelque chose. Alors, je veux dire, il y a aussi des conflits d'intérêts entre les politiques et puis la presse, quoi. C'est là qu'est le problème aussi, parfois. Hein. J'aimerais rebondir là-dessus. Il faut savoir que chaque croyance collective a une fonction dans la société. Ici, on a une fonction de régulation. Au début, les tziganes ont été discriminés parce qu'en fait, ils ont fait de l'ombre aux corporations de marchands. Ils traversaient les pays, revenaient avec de la soie d'Italie, des choses que les gens n'avaient jamais vues. Et en fait, voilà, c'est juste un petit début et en fait, ça a fonctionné. L'État a besoin qu'il y ait ces boucs émissaires pour qu'on puisse rejeter, comme l'a dit, la faute de ses propres échecs. Et en fait, ça fait longtemps que nous, hein, Lorraine, on fait vous aussi, quoi, on fait de la promotion de la culture tzigane en essayant de casser ces préjugés. C'est difficile, mais bon, quand on arrive à casser juste un seul préjugé, ben voilà, il y a une phrase de Chamfort, c'est peut-être pas une référence, mais sur ce coup-là, si celui qui détruit un seul préjugé est un bienfaiteur de l'âme humaine. Donc oui, il y a des gens qui sont informés, il y a des gens qui entendent. Nous, on a déjà eu des assemblées complètes de 100, 150 personnes, 200 personnes. Oui, les gens sont là, ils écoutent, mais bon, après, c'est fini, quoi. Et puis, on en parle pendant 2-3 jours, et voilà, quoi. Et il y a beaucoup de travaux, détrompez-vous, énormément de travaux qui traitent sur ces sujets-là. Mais voilà, j'ai tendance à dire, les tziganes ne sont pas inconnus, ils sont méconnus, et de toute façon, on n'a pas envie de les connaître, parce que ça dessert, voilà. On a envie de connaître leur musique. Voilà. Bon, alors, il nous reste 5 minutes. S'il y a d'autres questions. Quelle est la situation des Roms roumains qui sont dans ces campements provisoires de leur pays d'origine? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cela? Ben moi, je vais vous parler parce que je viens de Bulgarie et j'ai des origines aussi tziganes. Effectivement, dans l'ancien pays communiste, les pays de l'Est, pendant le communisme, la situation était très catastrophique. Et surtout, on pourrait parler de Roumanie, où il y a plus effectivement de Roms, et Bulgarie. En Bulgarie, par exemple, on enferme toujours les Roms derrière des grands murs en béton.
Et on les cachait, en fait, on cachait la misère. Souvent, ils vivent sans électricité, sans l'eau. Ils ont officiellement droit de l'éducation, mais c'est vraiment très peu accessible pour les enfants. Tout simplement parce qu'ils sont discriminés. Et on pourrait vraiment parler de racisme, des actes très violents, verbaux et physiques dans les écoles. Droit de travail pareil. Ils ont très peu de métiers qui peuvent en fait exercer dans les pays comme Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie, en fait l'Europe de l'Est. Et je vais vous parler des statistiques officielles. L'expérience de vie d'un Rome des pays-là, elle est de 45 ans. Et dans les conditions tellement extrêmes, c'est 45 ans. La mortalité plus élevée enfantine en Europe, c'est chez les Roms, parce qu'ils n'ont souvent pas droit de soins médicaux. Et vu pendant le communisme, les soins médicaux étaient pris en charge par l'État. Après le communisme, en fait, c'est à leur charge. Souvent, ils ne peuvent pas se permettre de se soigner. Et il y a un très bon en fait, travail qui a été fait par les médecins du monde. Vous pouvez trouver sur Internet le dossier de presse sur en fait, les statistiques et le travail qui a été fait sur le terrain dans les pays et en France, pays de l'Est, mais aussi en France, de 2011. Vous pouvez le télécharger sur leur site de Médecins du Monde et là vous avez tous les détails dans les conditions dans lesquelles ils vivent vraiment, réellement dans les pays là. S'ils viennent en France, effectivement, ils ne demandent pas de voir beaucoup de choses, ils demandent tout simplement d'abord une dignité humaine et des conditions humaines. Par exemple, ils demandent c'est souvent de voir un terrain avec l'eau et l'électricité, pas plus. C'est vraiment... ils sont très modestes et souvent chez eux, dans leur langue, on ne peut pas parler d'avenir parce que souvent ils n'ont pas d'avenir. Voilà. Mais chaque pays, ça devient de plus en plus en fait, difficile avec la crise économique. C'est forcément les populations les plus pauvres. Les Roms, c'est la plus grande minorité en Europe et la plus grande minorité aussi, les plus pauvres en fait en Europe. Voilà, 80% aussi statistiques européennes, ils sont au chômage. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de ne pas travailler, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'un travail. Et je voulais parler aussi en France, souvent ils disent, oui, on a suffisamment chômage en France, pourquoi on va donner une possibilité de travail aux Roms? Seulement, il existe à peu près 150 métiers, ici, chez nous, où on ne trouve pas de main-d'œuvre. Et les Roms sont, c'est vrai, souvent, la plupart d'eux, ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont une expérience sur le terrain de se débrouiller qui est extraordinaire. Et justement, ça peut régler ce problème en France de 150 métiers où on ne trouve pas de main-d'œuvre ici. Et on parle de 15 000 quand même personnes en France. On va s'arrêter là. Si vous voulez savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à contacter l'association Changer d'air ou Nomades Inglés ou le comité de soutien des familles roms. Si vous avez besoin d'informations en plus ou si vous voulez travailler sur place avec des projets socio-éducatifs ou des spectacles adaptés tout public, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous précise que le film international de droits d'homme est contenu à Metz avec d'autres projections qui sont très intéressantes sur d'autres thèmes qui sont aussi importants ou aussi intéressants à voir et à comprendre. Un petit mot pour la fin par rapport à Strasbourg. Simplement préciser qu'il y a un collectif qui s'est mis en place, donc qui s'appelle le collectif Latio Rom. On se réunit demain
Donc on va parler un petit peu, ils sont au courant de ce qui s'est passé à Saint-Avold, bien sûr, on a fait monter un petit peu les infos, hein. Ils nous soutiennent d'ailleurs, donc s'il y a des communiqués à signer, ils nous soutiennent. Donc ce collectif, il y a aussi la CIMAD, il y a Médecins du Monde, il y a énormément d'associations à Strasbourg, qui est quand même une capitale européenne. Et à savoir que ce qui s'est passé dans la Meuse va bien sûr passer dans les mains du collectif à Strasbourg, et de même, normalement, je vois le maire de Strasbourg jeudi. Je lui ferai un petit bisou par rapport à ça. Voilà, on va quand même monter un petit peu les infos. Voilà, je pense que c'est important qu'il y ait un lien, parce que souvent les associations travaillent localement. Et moi, je pense que c'est une question européenne, et donc on doit travailler l'Alsace, Moselle, la Meuse, tous ensemble. Voilà.